Et aujourd'hui, nous sommes avec Chris Darbellet. Bonjour. Bonjour. Étudiant en dernière année de bachelor en sciences du vivant à l'EPFL et cofondateur et président du projet Make Designing Life with AI. C'est un tout nouveau projet. Est-ce que tu peux nous le décrire ? Oui, alors le nouveau projet Make Designing Life with AI, c'est un projet qu'on a fondé avec des camarades de l'EPFL et avec un professeur de l'EPFL au tout début. Maintenant, ils sont plus à nous avoir rejoints. Et le but du projet, c'est de concevoir de nouvelles protéines grâce aux nouvelles technologies d'intelligence artificielle, on va y revenir je pense, dans le but de diverses applications thérapeutiques ou de développer des protéines avec des nouvelles fonctions. Donc il y a combien de labos qui sont impliqués là-dedans ? Comment ça se passe exactement ? Alors actuellement, on a 8 laboratoires environ, mais on travaille aussi avec différentes facultés de l'EPFL. Donc par exemple la faculté de production de protéines de l'EPFL qui donc aura beaucoup de travail avec notre projet dans ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et oui, on a 8 laboratoires impliqués dans ce projet. Et donc tu fais ça à côté de tes études ? Comment ça s'organise tout ça ? Alors c'est vraiment un projet, oui, à côté des études. Alors j'ai pu valider quelques crédits, notamment mon projet de bachelor, mais c'est pas grand-chose de valider comparé à tout le travail qui est à côté pour ce projet. Ouais, c'est vraiment un projet à côté. Parce qu'en fait, ça ressemble à un projet de recherche. C'est comme si vous étiez, en tant qu'étudiant, déjà dans la recherche, non ? C'est exactement le principe, en fait. Le projet, c'est les étudiants qui nous rejoignent s'accrochent à un projet, à une idée proposée par un professeur. Et en fait, on apprend à diriger un projet en dirigeant un projet. Donc c'est vraiment apprendre en faisant. Et là, ça fait 2 ans que je dirige mon projet de recherche. Et oui, ça se passe plutôt bien pour l'instant, mais ça demande justement beaucoup de travail, quoi. Bon, alors, comment ça se passe concrètement ? En quoi est-ce que les nouvelles technologies vous aident au sein de toutes les personnes qui sont autour de ce projet à développer ces nouvelles protéines ? Raconte-nous comment ça fonctionne. Je pense que pour ça, je vais peut-être déjà expliquer un peu ce qu'est une protéine. Donc, les protéines, c'est en fait les outils principaux de notre corps et de à peu près toutes les sciences du vivant. Donc quand on parle de protéines, on parle de la molécule qui régule tout ce qui est des transports dans la cellule, qui régule tout ce qui est des interactions entre les cellules, entre les différents tissus, avec les hormones, tout ce qui est de la digestion. Donc ce sont les protéines qui digèrent le sucre que l'on mange afin de produire de l'énergie. Je peux vous citer l'exemple, par exemple, de la protéine. Vous cherchez sur Google protéine qui marche et vous allez voir cette espèce de gif avec une protéine justement qui a une forme humanoïde et qui se déplace. Donc ça, c'est une protéine de transport, qui sert une fonction de transport. Je peux vous citer aussi, par exemple, l'hémoglobine, qui a une forme qui permet d'accueillir l'oxygène et qui donc transporte l'oxygène dans tout notre corps. Et ensuite, quand elle arrive dans un muscle, relâche cette petite molécule d'oxygène. Donc tout ça, ce sont des protéines. Et maintenant, qu'est-ce qu'une protéine concrètement ? En fait, une protéine, il faut l'imaginer comme une chaîne avec plein de maillons qui sont attachés les uns aux autres. Et la nature utilise 20 maillons différents en gros, les 20 acides aminés que notre corps utilise. Ensuite, cette chaîne, dans nos cellules, elle se replie de façon à posséder une structure et à exercer une fonction dans nos cellules. Donc par exemple, l'hémoglobine dont je vous ai parlé avant, donc adopte une structure en 3 dimensions. C'est une chaîne qui adopte une structure en 3 dimensions qui permet d'accueillir une petite molécule d'oxygène. Donc il y a un petit trou pour l'oxygène. Et quand elle rentre dans le muscle, il y a un phénomène qui se passe qui fait qu'elle s'ouvre en gros et que l'oxygène sort. Pareil pour la protéine qui marche, elle a une forme. On dirait qu'elle a 2 jambes et qu'elle se déplace. Donc c'est vraiment la fonction qui donne, la structure qui donne la fonction à la protéine. Donc voilà pour les protéines. En quoi les révolutions d'IA, justement, ont fait que le domaine est en train d'exploser et que donc notre projet aussi est né et que la recherche devient presque accessible aux étudiants de première année de bachelor, vu que j'ai commencé ça en première année, c'est grâce notamment la révolution d'AlphaFold. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'AlphaFold. Dis-nous. En gros, ça a été une grande révolution dans la biologie structurelle. Avant, pour connaître la structure d'une protéine, c'était presque un projet de doctorat entier, ça prenait des années et il fallait faire des processus super compliqués à base de cristallographie, donc vraiment des trucs hyper compliqués. Et maintenant, on aurait atteint un seuil de à peu près, dépend toujours de la protéine, mais on aurait atteint un seuil qui nous permettrait de dire que l'IA aurait résolu le problème de la biologie structurelle grâce justement à AlphaFold. Donc,
vous ai parlé de cette chaîne avant d'acides aminés. Et AlphaFold est capable maintenant, en lui donnant donc la séquence et l'ordre des acides aminés, de nous donner la structure 3D. Donc c'était un problème qui était avant impossible, parce qu'on peut imaginer que si on a une chaîne de 100 maillons qui se replie en 3D, il y a un nombre de forces d'interaction physique extrêmement grande, donc on n'était pas capable de le faire avec des calculs physiques traditionnels. Et c'est là que l'IA rentre en compte, parce qu'AlphaFold, en fait, c'est une intelligence artificielle qui a été entraînée sur une base de données de structure protéique. Donc, Oui, donc elle gère ça à la perfection. Pas vraiment à la perfection, mais c'est un peu, les statistiques qui ont résolu le problème du repliement des protéines. Pas à la perfection, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques limites ou encore quelques progrès à faire. Comment est-ce que ça s'est pris en compte ? Alors oui, donc là je vous ai dit qu'on pouvait passer de la séquence à la structure, mais donc les protéines c'est quelque chose de super dynamique, donc bien qu'AlphaFold soit très performant pour prédire la structure de la protéine à partir de la séquence, comme je vous ai dit, par exemple, je reprends toujours le cas de l'hémoglobine, c'est une protéine qui s'ouvre à un certain moment pour libérer l'oxygène, donc en fait les protéines fonctionnent de façon dynamique particulièrement, et ça, on a encore de la peine à modéliser. Donc la dynamique des protéines et les changements, et donc aussi ce qui fait la nature de leur fonction. On est capable d'avoir une bonne idée de la structure, mais c'est encore difficile de prédire les changements et les interactions. Toi, Chris, tu es étudiant en sciences du vivant, donc quand tu te lances dans tes études, tu t'attends à faire des sciences du vivant. Et finalement, tu te retrouves tout de suite, tu l'as dit, dès le bachelor, à manipuler aussi l'IA. Est-ce que ça, pour toi, c'était simple? Comment est-ce que tu as abordé ça? Tu t'es dit, de toute façon, moi, je suis de cette génération, c'est normal de prendre ces outils-là, ou il a fallu quand même un apprentissage et une... Il a fallu quand même qu'on me tende la perche, j'ai envie de dire, parce que... alors je vais te raconter la petite histoire. Donc j'ai plutôt bien réussi mon premier semestre de bachelor, donc j'étais content de moi et je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin. Comme je t'ai dit, la perche m'a été tendue parce que pendant le deuxième semestre de bachelor, on avait notre professeur de thermodynamique, le prof Rai, avec qui je travaille maintenant depuis 2 ans, qui est venu en amphi et qui a présenté à toute la classe, donc pas AlphaFold, mais une autre IA dans le domaine de la protéine, qui a fait aussi une grande révolution. Et il nous a proposé de participer avec lui à un projet de recherche. Et donc, c'est devenu le projet Make Designing Life with AI. Alors, ça me permet justement d'expliquer encore une nouvelle IA dans le domaine de la biologie. C'était RF Diffusion, qui était sorti, sauf erreur, en 2023, au moment où il est passé en amphi. Et en fait, RF Diffusion, c'est un peu le ChatGPT des protéines. Donc, c'est-à-dire qu'on a AlphaFold qui est capable de prédire la structure à partir de l'ordre de la chaîne des acides aminés. Et maintenant, on a RF Diffusion qui serait capable de générer une structure 3D à partir de ce qu'on lui demande. Par exemple, imaginons qu'on ait une protéine qui soit anormalement pliée, donc qui soit pas fonctionnelle et qui peut être maladive. On peut demander à RF Diffusion, donc ce chat GPT des protéines, donc cette IA générative des protéines, de nous designer une structure 3D qui s'accrocherait comme une sorte de chapeau sur la protéine qui serait anormalement fonctionnelle, et donc de l'inhiber et de la détruire. Donc c'est super intéressant, c'est une des applications parmi tant d'autres de RF Diffusion, donc, qui a été notamment un travail du prix Nobel 2024 David Baker. C'est le fruit de son laboratoire et de la collaboration avec tous les laboratoires qui font partie du programme Rosetta. C'est ça, donc c'était en 2024, David Baker, biochimiste, récompensé pour la conception computationnelle de protéines. Ça, j'imagine que ça motive d'autant tous les étudiantes qui sont autour de ce projet, Make Design Life with AI. Oui, c'est ça. On a senti quand même un gros boom aussi. Nous, ça faisait déjà 1 an à peu près qu'on travaillait dessus. Et d'ailleurs, David Baker est venu à l'EPFL. Donc avant d'avoir le prix Nobel, quelques mois avant, c'était pendant le symposium de bioingénierie. J'ai eu la chance de pouvoir aller assister à sa conférence, c'était super intéressant. Mais donc on a eu la chance de l'accueillir quelques mois avant et on a senti au moment de l'annonce du prix Nobel que les étudiants étaient d'autant plus intéressés
et même l'EPFL en général. On reçoit beaucoup de soutien, on recevait déjà beaucoup de soutien avant le prix Nobel, mais là c'est vrai que le projet a peut-être bénéficié un peu de cet engouement dans le monde, quoi. C'est super cool. Et toi, plus personnellement, qu'est-ce qui te motive le plus dans ce projet ? Mon projet personnel traite des changements structurels de protéines. Donc c'est-à-dire que j'essaye d'étudier justement la dynamique des protéines. Ah, mais du coup, là, ça coince avec... Ah, du coup, là, ça coince. Mais du coup, c'est là que mon projet est intéressant. C'est que j'essaye d'appliquer, en fait, les IA qu'on connaît dont je vous ai parlé pour essayer d'identifier certains sites, certaines parties de protéines qui sont sensibles au changement. Et en fait, j'aimerais participer à l'engouement de ce domaine-là et puis faire le pas en avant vers la dynamique des protéines. Afin de bien comprendre vraiment ce qui se passe dans la cellule. En fait, ça m'a passionné. Au début, j'étais pas trop dans le domaine, j'aimais pas trop la biologie cellulaire, tout ce qui se passait dans la cellule. Mais c'est vrai qu'en commençant la recherche, j'ai trouvé une sorte de passion pour la biologie cellulaire et ce qui se passe dans la cellule à l'échelle du nanomètre, du micromètre. Donc, et ça, évidemment, c'est un travail qui a bien plus loin des répercussions dans le domaine de la santé, on imagine. Notamment dans la thérapie contre le cancer. Donc en fait, d'identifier les changements de structure de protéines et donc la dynamique des protéines, ça peut aider à comprendre pourquoi certains cancers apparaissent. Donc quelles sont les mutations de notre ADN qui causent certains cancers. Ça peut nous aider à comprendre ce genre de phénomène. Et ça peut même être appliqué dans un domaine thérapeutique. Donc si on parle d'immunothérapie, il y a quelque chose qui est en train d'être super intéressant dans le domaine de la recherche contre le cancer. Alors, je suis qu'en 3e année de bachelor, j'ai pas eu beaucoup de cours là-dessus encore, mais ça s'appelle les cellules CAR-T. Donc, ce seraient des cellules immunitaires que l'on prélève chez l'être humain, que l'on modifierait un peu afin de mieux combattre les cellules cancéreuses, mais au-delà de mieux les combattre, surtout de mieux les reconnaître. Donc comprendre la dynamique de signalisation des protéines, ça peut nous aider dans l'immunothérapie par exemple. Mais c'est très pointu, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc l'IA dans la recherche en sciences du vivant, ça explose. On peut par exemple parler de tout ce qui est de l'IA de reconnaissance d'images. Par exemple dans la médecine, donc au-delà des protéines et tout ça, l'IA est maintenant très fort quand on lui donne une image et qu'on l'entraîne sur des données qu'on a créées donc humainement, à reproduire le schéma. Par exemple, si on lui donne plein d'images avec un tissu, avec certaines cellules cancéreuses, et qu'on l'entraîne là-dessus, après, il serait capable d'identifier bien les cellules cancéreuses, et donc ça nous permettrait d'accélérer les diagnostics. C'est un outil qui est super pour ça. Mais pas que dans la médecine, donc cette reconnaissance d'image, je trouve ça super intéressant. J'ai rencontré quelqu'un ce week-end justement dans le domaine de l'agriculture et ils font quelque chose d'assez similaire. Donc ils ont entraîné une IA à reconnaître les mauvaises herbes et distinguer les mauvaises herbes donc, de leur culture. Et ils ont designé une machine qui est capable, avec une caméra embarquée, donc avec le même système à peu près que la médecine, de reconnaître les mauvaises herbes et de traiter particulièrement les mauvaises herbes dans les champs. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. Ça affine toujours le travail humain qui serait plus grossier. Plus grossier, et puis même pour l'environnement, ça fait que ça fait des traitements ciblés, donc on peut utiliser potentiellement moins d'herbicides et tout ça. Par ailleurs, Chris Darbellet, toi, hors de ta recherche, de tes études, quel est ton usage de l'intelligence artificielle au quotidien ? Je dirais pour me préparer pour un podcast par exemple. Je plaisante. Je dirais un peu comme tout le monde. J'utilise déjà je me suis amusé à comparer un peu ChatGPT, les nouveaux Mistral AI et ce genre de choses. Donc déjà purement pour m'amuser, pour voir vraiment ce qui se fait, purement par curiosité pour voir de quoi est capable cette nouvelle technologie. Je dirais que ça m'a beaucoup aidé au début parce que c'est vrai que quand on se lance dans la recherche en première année, on a beaucoup de choses compliqué à gérer pour la première fois. Et donc l'IA, pour ça, c'est super intéressant parce que, par exemple, tous les mails que je recevais en anglais, j'étais pas trop habitué à tous les jeux de mots, donc par exemple, j'ai utilisé l'IA pour traduire. Même pour certaines expériences que j'ai dû faire, je comprenais pas grand-chose au début, j'ai pu poser quelques questions spécifiques à l'IA. Donc ça a pu m'aider dans mes débuts dans la recherche. Et quelle IA en particulier ? J'ai beaucoup utilisé ChatGPT. D'accord. Ouais. Et avec une confiance totale ? Non. Je demandais à ChatGPT en général de me donner des sources. En fait, donc j'utilisais plutôt ChatGPT ou bien d'autres IA pour faire de la recherche de sources. Et ensuite, j'allais lire les articles
me donnaient, quoi. Et aujourd'hui, sinon, oui, au quotidien, quelle autre application tu en as ? Alors aujourd'hui, déjà, je suis fier de dire que j'écris plus aucun mail avec l'IA parce que j'avoue qu'un temps, j'essayais. Enfin, c'était quand même cool pour écrire des jolis mails. Donc aujourd'hui, non, c'est vraiment ce que je vous dis, c'est vraiment de la recherche de sources. Parce que quoi, il y a eu une déception dans l'utilisation de l'IA pour rédiger des mails ? Non, mais au fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu triché et que même si mes mails n'étaient pas parfaits, pas en anglais parfait, même en français un peu, je me répétais un peu, c'était vraiment pas top. C'était peut-être plus charmant que d'avoir le mail que tout le monde envoie avec les 3 paragraphes typiques de ChatGPT, la même salutation à la fin. Enfin, ouais, bref. Et dans le cadre des études, est-ce que tu t'en sers beaucoup pour les examens ? Je dirais que quand j'avais des questions spécifiques en général, parce que certaines matières à l'EPFL, on n'avait pas des corrigés détaillés pour chaque série d'exercices ou bien pour chaque examen blanc. Donc là, j'avoue que, par exemple, dans un long calcul d'intégrale qui était des fois pas détaillé, j'ai pu demander à ChatGPT ou à d'autres IA d'avoir une étape intermédiaire qui me manquait. Ça m'a permis de débloquer. Donc, je dirais que c'est un catalyseur d'apprentissage. Ça rend les choses beaucoup plus rapides, quoi. Parce qu'il y a aussi toute cette question de à quel point est-ce qu'il faut interdire ou laisser faire les étudiants quand on leur donne des devoirs, d'avoir recours aux IA. Tu en penses quoi ? Je pense que les devoirs donnés à la maison, peut-être un peu, ça va évoluer. Je pense que gentiment, on n'aura plus des choses où on peut simplement donner à l'IA et faire à sa place. Mais déjà, j'ai jamais eu de mes souvenirs un examen ou un devoir que j'ai pu remplir grâce à l'IA. Je pense que le système éducatif en général, il va évoluer. Parce que je pense que c'est comme quand on a commencé à chasser avec des bâtons à l'âge de pierre. En fait, avant, peut-être que si on chassait à main nue, on était moins efficace. Mais maintenant, si on voit l'IA comme une sorte de lance ou comme une sorte de bâton, en fait, je me rends compte qu'on peut faire des choses super grâce à l'IA. Donc, personnellement, dans mes études, ça a commencé au 2e semestre de bachelor, où j'ai pu m'appuyer un peu sur par exemple pour la traduction, par exemple pour certaines expériences, pour certains exercices. J'ai pu m'appuyer sur l'IA et faire plus que ce que j'aurais pu faire sans l'IA. Et même grâce à AlphaFold, RF Diffusion, c'est des choses qui m'ont permis d'être comme un chasseur avec une lance à l'âge de pierre, entre guillemets. Donc, oui, donc ce que voilà. tu nous dis, en fait, c'est que ça relève pas de la triche, mais plutôt du soutien qui décuple vos capacités. C'est ça, j'aime bien cet exemple de lance parce que je me dis que si on arrive à peut-être faire évoluer, mais pas besoin de beaucoup évoluer non plus, mais faire évoluer un petit peu le système éducatif pour inclure plus de projets comme le nôtre, et que les étudiants sont plus encouragés à rejoindre des projets comme le nôtre, ou bien comme tous les projets mecs de l'EPFL, il y a des choses super qui se font, pas forcément que dans le domaine des sciences du vivant. Mais si les élèves sont plus poussés à entreprendre et entraînés à utiliser correctement l'IA, à utiliser correctement tous ces outils qui peuvent vraiment décupler nos capacités, je pense que l'éducation peut avoir un grand tournant. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a eu des cours dont tu as pu bénéficier pour apprendre à te servir au mieux de l'IA dans le cadre de ce projet ? Ou c'est toi qui as tâtonné un peu tout seul avec tes collègues ? J'ai vraiment tâtonné tout seul. Enfin, j'ai eu beaucoup d'appui de mes collègues. J'ai été d'abord formé par des gens qui étaient là 1 mois avant moi, donc il y avait 1 mois d'expérience. Ensuite, j'ai pu tâtonner tout seul, mais on a eu des profs. Donc justement, parmi ces 8 laboratoires qui ont essayé d'inclure ça dans leurs cours. Et en fait, c'est juste que c'est tellement récent que c'est pas encore intégré, je pense. Oui, tout le monde découvre un peu en même temps. Voilà, c'est tellement récent. Mais on voit déjà que l'école pousse pour ça. En fait, je vous ai dit déjà qu'on avait 8 laboratoires impliqués. Dès la première année, c'est quand même énorme. On a en plus l'Institut de bioingénierie qui nous soutient. À l'heure où se tourne le podcast, je ne sais pas s'il y a d'autres organes internes de l'EPFL, mais je sais qu'il y en a qui seraient intéressés aussi à nous soutenir. On a la section aussi qui nous donne des crédits de ECTS pour ce qu'on fait. Donc on sent qu'il y a un engouement énorme autour de notre projet, et puis plus particulièrement, je dirais, autour de inclure les élèves dans des choses plus avancées, et c'est justement de nous pousser à intégrer par exemple le domaine de la recherche. Donc ce que tu veux dire quand tu parles de révolutionner un petit peu le système éducatif, ça serait en fait plonger plutôt dans la recherche, dans l'application elle-même des études, et apprendre en faisant, et ça c'est ce que permet l'IA ? Oui, alors exactement, c'est ce que je dis. En tout cas, c'est ce qui a le mieux marché pour moi. C'est-à-dire que grâce à ce projet et puis à tous les soutiens que j'ai pu avoir,
pas que l'IA, mais je dis vraiment à toute l'institution de l'EPFL qui a pu m'encadrer, en fait, je me suis rendu compte que j'ai tellement appris. Et au final, j'arrivais à d'autres cours plus tard dans mon cursus et on voyait des choses qu'en fait, j'avais déjà vu un an avant en lisant un papier dans le cadre justement de mon projet. Donc, j'ai l'impression que ça m'a beaucoup plus apporté que le reste de ma formation. Je dis pas que ça m'a pas apporté ma formation à l'EPFL, mais le fait de me plonger dans la recherche, ça m'a vraiment fait un bond dans mes connaissances, dans ma pratique et tout ça. Bon, le message est passé. Mais ils sont au courant parce que j'ai eu discuté avec certaines personnes, notamment de l'Institut de bioingénierie, de la section, et on a eu exactement la même discussion, et même avec des professeurs, ils sont tous d'accord. En tout cas, pour l'instant, ils sont tous à nous pousser, à nous encourager. Après, je pense pas que c'est fait pour tout le monde non plus. C'est-à-dire que ça demande quand même beaucoup de temps de se plonger dans le domaine de la recherche, et avec en plus les cours à côté. En plus, maintenant, il y a l'association qui est née, et on va devoir faire vivre tout ça. Donc ouais, ça demande pas mal de temps. Donc je pense pas que c'est fait pour tout le monde. Ouais, voilà, les nuits sont courtes là. Vous devez voir les cernes, je pense. On sent ton engouement assez évident pour ces technologies IA, en particulier dans ton domaine de recherche. Qu'est-ce qu'il devient, cet engouement-là, quand tu en parles autour de toi à des personnes qui ne sont pas forcément dans ces études et qui sont... on voit pas mal de gens dubitatifs autour des technologies IA, avec les craintes de remplacement, notamment, des emplois. Qu'est-ce que tu leur réponds, toi ? Dans le cas du projet Make, de ces IA-là, d'AlphaFold, de RF Diffusion dont je vous ai parlé, mais aussi de tant d'autres qui sont faites à l'EPFL, donc qui sont créées à l'EPFL, que j'ai pas mentionné, je préfère dire quand même que toutes ces IA dont j'ai parlé aujourd'hui, il y a des laboratoires qui travaillent à l'EPFL et qui font des choses autant performantes, voire peut-être un peu plus, mais je vous ai juste dit les noms un peu mainstream. Je dirais que moi j'ai cette idée, en tout cas dans le domaine des sciences du vivant, de lance. Donc c'est-à-dire que vraiment ça nous pousse justement à aller plus loin, et vraiment ça pousse les découvertes plus loin. Et ça va peut-être pas voler du travail, en tout cas dans le domaine des sciences du vivant, mais justement nous permettre de faire des nouvelles choses. Par exemple, il y a le prix Nobel de David Baker a été décerné pour... il a produit une protéine, lui et son équipe, totalement de novo. Donc quelque chose qui n'existait absolument pas dans la nature. Et il l'a produit computationnellement. Donc c'est ce que je vous dis en fait, ça va peut-être pas prendre du travail aux gens, mais justement en donner, parce que maintenant on peut explorer tout un nouveau panel de nouvelles thérapies, de nouveaux médicaments, de nouvelles protéines qui n'étaient pas du tout accessibles avant, qui étaient trop compliquées à réaliser. Donc maintenant ça va plutôt nous donner du travail, je pense. Dans les autres domaines, c'est difficile de répondre. Je dirais que ma vision de l'IA, c'est que ça reste quand même des statistiques, pour l'instant en tout cas. Après je sais pas jusqu'où ça va aller, mais je pense que ce sont des fonctions mathématiques très complexes qui peuvent nous aider à résoudre des problèmes très complexes. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop peur d'un grand remplacement du travail ou de quelque chose comme ça. Je pense que les gens, ils auront toujours quelque chose à faire. Et puis peut-être justement, l'IA pourra décharger les gens de certaines tâches qui sont répétitives. Pour revenir à tes activités hors études, je ne suis pas sûre que tu aies le temps d'en avoir beaucoup, parce que ça a l'air de prendre beaucoup de temps. Quand même, je vis bien quand même, je vis très bien. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui n'auraient rien à voir et dans lesquelles l'IA pourrait être utile ? Je ne sais pas, tu pratiques la musique, le dessin, la photo Ouais, alors je dirais que si on pratique la musique et le dessin, on va peut-être éviter de parler d'IA parce que je pense que les gens vont s'énerver. Non, mais toi, est-ce que tu en as usage ou pas ? Moi, non, pas du tout. Non. Moi, non, pas du tout. À part produire des mails, je sais pas. Non, pas produit grand-chose. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qu'on pourrait aborder ? J'ai eu un cours d'introduction au machine learning, donc introduction à l'IA l'année passée. Et on a eu un projet, c'était super intéressant, et ça n'a rien à voir avec les sciences du vivant, avec tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. En fait, c'est de la criminologie. Ah ouais ? Et j'ai trouvé ça super intéressant comme exemple. On a dû travailler là-dessus par groupe donc pour ce cours. Et je vais vous expliquer ce projet. En gros, c'est de l'identification de drogue. La police, quand ils arrêtent quelqu'un en possession de drogue, ils doivent envoyer l'échantillon pour faire des analyses précises en laboratoire, et ça peut prendre plusieurs jours. Et c'est pas génial parce qu'il y a différents cas de gravité selon la quantité de drogue qu'il avait, la pureté de la drogue. Donc si c'est quelque chose à 20%, c'est peut-être moins grave que si c'est de l'héroïne pure à 80% ou quelque chose comme ça. Donc la police
n'avaient pas de moyen de classer rapidement les cas. Alors, un étudiant de l'Université de Lausanne, en collaboration donc, avec l'Université de Lausanne pour son projet de doctorat, je crois que c'était ça l'histoire, a designé, donc ça part d'une machine qui est capable, quand on la colle donc, à l'échantillon, de prélever une sorte de spectre d'absorbance. Donc en fait, il envoie, en gros, selon ce que j'ai compris, ça enverrait de la lumière, et selon ce qu'elle reçoit en retour, elle peut déterminer quelle quantité de lumière a été absorbée par le sachet de drogue, ou bien par la poudre, ou bien par je sais pas quoi. Ensuite, le machine learning a permis, à partir de ces spectres pris par cette petite machine portable, de déterminer la pureté de l'échantillon. Donc c'est-à-dire qu'avant, la police devait prélever l'échantillon, l'envoyer au laboratoire dans des super machines, et ça pouvait prendre 2-3 jours pour déterminer la pureté. Et maintenant, grâce à cet outil portable qui est capable de prendre un petit spectre sur le terrain, et grâce à l'IA qui est capable d'analyser ce spectre et de donner une idée de la pureté avec une très très haute précision, la police est maintenant capable de classer beaucoup plus rapidement les crimes. J'ai trouvé cette application de l'IA plutôt originale et très intéressante. Donc, parallèlement à tes études, tu t'intéresses de manière générale à tous les développements de ces nouvelles technologies et leurs nouvelles applications. Oui, en fait, c'est un domaine qui m'a vraiment passionné et je m'intéresse à peut-être pivoter donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle en général et puis essayer de développer des nouvelles IA. Donc, j'essaye de m'intéresser un peu à ce qui se fait. Donc tu viens de me dire, que tu serais prêt à quitter le domaine des sciences du vivant pour aller un peu plus vers les technologies IA. Non, c'est plutôt que je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus dans le domaine des sciences du vivant et ce que j'aime beaucoup, c'est toute la partie computationnelle de mon projet. En tout cas, c'est ce qui m'a le plus passionné jusqu'à maintenant. Et donc j'aimerais pivoter plus vers quelque chose de computationnel, donc ça impliquerait de développer des IA. Mais c'est vrai que le domaine des sciences du vivant reste très intéressant. Et j'ai vu justement un projet qui m'a beaucoup intéressé. Et c'est une prof de l'EPFL, Charlotte Bounet, qui dirige la partie IA dans les sciences du vivant. Et ce qu'elle essaie de développer, ce serait une cellule, donc un fonctionnement cellulaire grâce à l'IA. Donc c'est peut-être une professeure que je vais contacter bientôt parce que je trouve son projet super intéressant et j'aimerais bien participer d'une quelconque manière. Oui, effectivement. Elle travaille au département Computer Science and Life Science. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, entre le département d'informatique et le département des sciences du vivant. En fait, je pense que ce que je vous disais avant, c'est que c'est ça qui m'intéresse le plus, je dirais. Donc, vraiment le pont entre les deux domaines. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a à l'EPFL beaucoup, quoi. On a la section en elle-même d'ingénierie des sciences du vivant et un peu un pont entre déjà l'ingénierie donc, technique et tout ce qui est de la microtechnique et tout ça, et les sciences du vivant. Mais aussi la partie computationnelle. Vraiment, la section SV à l'EPFL, pour ça, elle est super. On a vraiment beaucoup de cours de tout, beaucoup de cours d'ingénierie, beaucoup de cours d'informatique, beaucoup de cours de physique, beaucoup de cours de maths et de statistiques. Donc on est vraiment la section un peu carrefour. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est quelque chose de super. Et les questions de droit et d'éthique, est-ce qu'elles elles ont une place aussi dans ce carrefour-là? Dans ce carrefour-là, oui. Oui, c'est même assez essentiel parce que si on veut évoluer plus vers une médecine personnalisée, donc grâce à cette conception de protéines, et donc on pourra faire des thérapies très ciblées, il y a toute une question de droit là-dedans. Donc est-ce qu'on a le droit d'utiliser les données de certains patients afin de faire des thérapies, d'étudier certaines maladies? Il y a toute une question de droit. Dans le domaine des IA que je vous ai dit, donc d'AlphaFold, de RF Diffusion, au niveau du droit, c'est vrai que c'est une question, vous dites par rapport à est-ce qu'on a le droit de concevoir des nouvelles protéines et de les tester et tout ça. Mais en fait, je pense que si on veut actuellement tester une protéine après l'avoir conçue computationnellement, il faut de toute façon qu'on passe par un organe de l'EPFL, donc un laboratoire ou donc quelque chose comme ça, pour pouvoir commander le matériel dont on a besoin. Donc de toute façon, il y a un contrôle quand même strict de qui peut commander quoi. On ne peut pas chacun aller dans son laboratoire, avoir son petit échantillon, le commander à la pharmacie du coin, et puis il y a quand même un contrôle. Mais alors, ce serait peut-être pas directement sur l'application de l'IA, vu que ça c'est de l'open source, donc je crois que légalement c'est OK, mais c'est plutôt sur les tests ensuite qu'il y a une sorte de frein. Et dans ce domaine-là, si tu pouvais rencontrer n'importe qui, avec qui est-ce que tu adorerais discuter de ces questions-là, du développement des technologies IA dans ton domaine des sciences du vivant? Alors, j'ai envie de dire, en tant qu'étudiant en bachelor encore,
J'ai déjà de la chance de pouvoir rencontrer des professeurs, de pouvoir rencontrer des doctorants, de pouvoir rencontrer des étudiants en master, de pouvoir rencontrer même des étudiants en bachelor brillant. En fait, j'ai déjà de la chance d'être dans cet environnement de l'EPFL, j'ai envie de vous dire. Et c'est bien, c'était le passage promotion. Voilà, non mais non mais pour dire, j'ai déjà de la chance de pouvoir interagir avec tout cet environnement-là, et c'est déjà quelque chose de super pour moi. Mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi à cette question, mais je dirais... Alors, Charlotte Buneux, on a noté. Ouais, alors, ouais, bon, déjà... Rendez-vous est pris. Ouais, voilà, ce serait cool. J'ai pas envie de vous dire David Baker, parce que c'est le prix Nobel 2024, et c'est le nom un peu mainstream que tout le monde s'attendrait dans ce domaine. Mais ouais, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui n'utilise pas l'IA dans ses expériences. Donc pas un David Baker, pas les profs avec qui on travaille, les PFL. Mais je sais qu'il y a... quelqu'un qui utilise d'autres techniques pour concevoir des protéines et avoir son point de vue sur justement la différence entre les techniques expérimentales et les techniques computationnelles. J'aimerais bien avoir une discussion là-dessus, vraiment sur qu'est-ce qui est vraiment différent entre les deux approches. Parce que je sais qu'il y a des différences de coûts qui seraient beaucoup moindres avec le computationnel, et puis de possibilités des nouveaux avec le computationnel qui sont on peut beaucoup plus faire de choses nouvelles. Mais j'ai entendu aussi, et il y a des papiers qui sont sortis là-dessus, comme quoi les approches expérimentales sont aussi beaucoup plus efficaces, notamment quand on veut faire des enzymes. Il y a un papier justement là-dessus qui est super intéressant, on a vu en cours l'autre jour, où David Baker et son équipe justement auraient designé une nouvelle enzyme avec une nouvelle fonction, computationnellement. Ensuite, mais elle n'était pas très efficace, elle avait très très peu d'efficacité et très peu elle était très peu active. Donc ensuite, un laboratoire spécialisé dans l'approche expérimentale aurait pris cette enzyme et aurait utilisé des méthodes expérimentales afin de l'améliorer. Donc en fait, en gros, ils utilisent la sélection naturelle, c'est-à-dire ils en produisent beaucoup, ensuite ils sélectionnent toujours les plus efficaces, ils affinent. C'est un long processus. Et en fait, ils auraient décuplé l'efficacité de l'enzyme. Donc en fait, on voit que l'approche entre la partie computationnelle pour faire quelque chose de tout nouveau et éventuellement l'approche expérimentale pour améliorer, pour affiner, c'est quelque chose qui peut être plus complémentaire que séparé. Et en fait, j'aimerais rencontrer quelqu'un l'expert mondial dans le domaine de l'évolution dirigée, pour pouvoir discuter de l'avenir de ces deux techniques. Parce que finalement, toi, tu n'as pas l'opportunité d'être dans l'approche purement expérimentale dans ton travail ? Alors, dans mon projet de recherche, justement, non. En fait, nous, on essaye justement de concevoir des protéines grâce à l'IA. C'est vraiment le but du projet, et c'est comme ça qu'on est parti. Mais on n'a pas d'approche d'évolution dirigée, à ma connaissance, dans notre projet. En fait, on a chacun... C'est vrai que je ne vous ai pas vraiment parlé de ce qu'était vraiment notre projet, mais en fait, notre projet, il regroupe, je dirais, une quarantaine d'étudiants actifs. Et chaque petit groupe d'étudiants a un projet indépendant les uns des autres. Donc chacun travaille sur concevoir une protéine indépendante. On n'est pas vraiment comme les autres projets make, comme la Racing Team, où il y en a un qui conçoit la roue, il y en a un qui conçoit le châssis, tout ça, et puis au final, ils assemblent tout ça et ça fait une voiture. Nous, c'est plutôt des petits projets séparés. En général, en petits groupes, bon, moi je travaille seul. C'était peut-être pas la meilleure idée avec du recul, mais bon, maintenant je suis assez loin pour vouloir finir seul, mais voilà. Donc non, à ma connaissance, chacun des petits groupes travaille justement avec l'IA pour concevoir sa protéine et sa nouvelle fonction, mais on n'a pas d'évolution dirigée comme projet ouvert. Et alors, tu en es où pour conclure dans ce projet-là ? Est-ce que tu le vois aboutir bientôt ? Après une longue journée hier au laboratoire et même ce matin encore des dernières expériences avant de venir ici, j'aurai mes premiers résultats concrets dans les prochaines semaines. D'ailleurs, je vais vous quitter gentiment pour y retourner. Voilà. À suivre donc. Ouais, à suivre. Merci beaucoup, Chris Darvelet. Merci à vous.